Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à notre webinaire intitulé Les troubles alimentaires, ça nous regarde tous. C'est la toute première activité de cette édition, la 11e édition de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Et la SEMTA, qui est l'acronyme de la semaine, c'est une production, c'est une organisation créée par deux organismes, ANEB Québec et la maison L'Éclaircie. Et aujourd'hui, pour bien démarrer cette semaine, on a une discussion au sujet des troubles du comportement alimentaire avec trois invités. On a premièrement Laetitia de Carufel, ambassadrice ANEB Québec, influenceuse très populaire sur TikTok et Instagram, et accessoirement avocate en plus de tout ça. Salut Laetitia, merci d'être avec nous. On a Jérémy Battaglia qui est réalisateur de plusieurs documentaires, dont le très, très marquant et, j'allais dire, peut-être même déroutant à quelques occasions, le documentaire Adonis. Et en plus, il est disponible toujours sur Télé-Québec et même YouTube. On va y revenir plus tard de ce documentaire-là. Alors, merci Jérémy d'être avec nous. Bonjour. Et on a Marie-Michel Ricard qui est psychoéducatrice, psychothérapeute et autrice de plusieurs ouvrages et en plus cofondatrice de la clinique Imavie à Gatineau. Alors, merci d'être avec nous, Marie-Michel. Merci, salut. Alors, on va commencer tout de suite avec... je pense que la première question pour démarrer notre webinaire, c'est pourquoi la thématique, c'est ça touche tout le monde. Mais pourquoi ça touche tout le monde, un trouble alimentaire? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée quand j'ai sorti Adonis. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui découvraient que les hommes pouvaient être touchés par ces questions-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression, le discours souvent autour des troubles alimentaires tourne autour de la question des troubles alimentaires chez les femmes. Ouais. Et les hommes étaient un peu laissés à l'écart de cette conversation-là. Et il s'avère que les hommes sont tout autant touchés que les femmes par les troubles alimentaires, mais ça prend des formes souvent différentes. Donc ça, je pense que ça touche tout le monde, de tous les âges aussi, et, en tout cas dans mon expérience. Avant d'aller plus loin avec Laetitia puis Marie-Michel, toi, l'impact du film Adonis, quand tu l'as sorti, t'attendais-tu à ce qu'on en parle autant et que ça remue tant que ça? Non, je ne m'attendais pas, on espère, toujours, mais... on ne sait jamais comment quelque chose va être reçu. Après, je pense qu'en faisant le film, je réalisais qu'il y avait une valeur aussi dans le fait d'entendre ces jeunes hommes-là se confier, parler de leur image, de leur corps, donc chanter en montage, qui est quelque chose pour moi, en tout cas, qui moi m'interpellait et que c'était en accord avec ce que je voulais faire. Donc moi, j'étais confiant par rapport au film, mais après, on n'a jamais de contrôle sur est-ce que ça va parler, toucher. Il y a beaucoup une part de chance et de hasard aussi dans ça. C'est le bon film au bon moment. Mais oui, ça m'a beaucoup touché de voir que ça allait chercher un public aussi large. Et de voir des jeunes hommes parler ouvertement de stéroïdes, de comportements parfois qu'on pourrait penser que c'est « oh my God, c'est malsain, c'est obsessionnel », mais ils ont été complètement transparents et généreux. Ça, c'est impressionnant de voir ça aussi. On ne s'attend pas à ça. Oui, il y a vraiment, dans une nouvelle génération, en tout cas, il y a une plus grande... facilité à parler de ces choses-là, surtout chez les gars, même si c'est très ambivalent, je dirais, parce qu'il y a encore toujours ce discours du travail, de « ah, mon physique, je l'ai obtenu par le travail, c'est pas les stéroïdes ». C'est quand même un énorme mensonge aussi, et ça m'agace beaucoup quand je vois des jeunes dire ça, parce que c'est faux. Les stéroïdes sont la seule et unique raison pour laquelle tu arrives à ce physique-là. Ça veut pas dire que tu n'as pas travaillé. Mais donc mais il y a quand même cette volonté peut-être d'en parler plus, mais j'ai eu beaucoup de refus aussi. Beaucoup de jeunes qui ont refusé d'en parler, de leur consommation, de leur utilisation ou de leur trouble alimentaire encore plus. Parce qu'eux-mêmes ne considèrent pas être des troubles alimentaires. Donc c'est ça aussi. Ouais, peut-être y revenir après, là, mais c'est vraiment une forme particulière chez les gars qui pratiquent du sport en tout cas. Comme psychoéducatrice, Marie-Michel, tu en côtoies, tu en reçois... dans tes studios, dans ton local, en thérapie même. Quand on parle de justement le trouble alimentaire, c'est l'affaire de tous, ça touche tout le monde. Tu le vois ça sur le terrain? Oui, vraiment beaucoup. Moi, je trouve que l'illustration de la vague est peut-être la meilleure justement pour illustrer à quel point ça touche tout le monde, mais à différents niveaux. Il y a la personne qui est directement touchée, mais je pense entre autres aux parents dont l'enfant est directement touché. Puis là, l'enfant, de peu importe l'âge, hein, c'est pas nécessairement un jeune enfant, ça peut être un jeune ado, mais ça peut être un adulte aussi. Alors, les parents, des fois, sont des personnes oubliées.
On pense aussi à la famille élargie aussi, hein, les grands-parents, les oncles, les tantes. Alors, quand on dit que ça touche tout le monde, oui, on pense entre autres aux personnes de tous les âges, mais je pense qu'il faut penser aussi à la famille qui est touchée. Fait que quand je parle de cette vague-là, c'est qu'on a une personne au milieu, puis on a cette vague qui va toucher à différents niveaux ces systèmes-là, en fait. Et il faut pas oublier justement qu'une personne est entourée par différents réseaux. Alors, le trouble alimentaire impacte beaucoup. Alors, effectivement, on reçoit des personnes dans nos locaux, mais à différents systèmes. Et faut pas les oublier, ces personnes-là. Non, on comprend. Oui. Laetitia, tu as la chance d'avoir un public incroyable qui te suit. On parle de centaines et de centaines de milliers de personnes. Et tu en parles ouvertement. J'imagine que tu dois recevoir ouvertement, de façon transparente, beaucoup de commentaires, de partages de la part des gens qui souffrent aussi d'un trouble du comportement alimentaire. Oui. Ben, il y a beaucoup de gens qui commentent sur mes vidéos j'ai rien mangé aujourd'hui ou je sais pas quoi faire. Je te regarde puis on a le même corps, mais moi je me trouve laide puis je me trouve grosse, je sais pas quoi faire. Il y en a que c'est vraiment intense, genre que ça parle quasiment, je m'excuse, de suicide là. Genre, il y en a que c'est vraiment ça s'ouvre. Puis je comprends que ça doit être facile de juste l'écrire comme ça, de l'autre côté, mais il y a énormément de mal-être puis beaucoup de détresse là. Ouais. C'est multifactoriel, hein, le trouble alimentaire. On peut pas dire que c'est juste génétique. On peut pas juste dire que c'est l'influence de l'environnement. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le trouble alimentaire. Par contre, si on regarde avec un regard extérieur, les cultures des diètes, les réseaux sociaux, parlons-en de voir l'effet plus négatif, parce que les diètes, là, sans toutes les nommer, qu'il y en a. Il y a des modes. Et souvent, les gens se réfugient derrière une diète parce que ça les réconforte, ça les rassure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue, selon votre expérience aussi, là, les diètes? Qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, allez, moi, les diètes, je sais que j'ai juste 27 ans, mais du haut de mes 27 ans, j'en ai fait plus d'une cinquantaine, là. Même enfant, sans que mes parents le sachent. Pour moi, c'était, si je fais ça, ben, je vais être enfin heureuse. Je vais avoir enfin le corps que je vais vouloir. Puis moi, j'avais à faire ce genre d'effort-là parce que j'avais ce corps-là. Mes amis, eux, qui étaient minces, ils n'avaient pas à faire cet effort-là. Moi, il fallait. C'était comme, ça allait de soi. Et tu ne posais pas la question? Non. Ben, c'est venu comment? À toi, ces diètes-là, tu les as sues, tu les as apprises comment? J'ai fait le nombre de fois que j'ai écrit le mot liposuction sur Google depuis que j'ai 8 ans, ça... Ah non, puis c'est parce que moi, ça a commencé l'intimidation. Puis c'est normal, les enfants remarquent les différences. Fait que moi, quand j'avais 8 ans, où j'avais des plus gros os, j'étais un peu plus large que mes amis qui étaient... Moi, j'ai eu ma puberté super jeune aussi, fait que j'étais différente. Fait que les gens me disaient... Les gars me disaient que j'avais beaucoup de gras, que j'avais beaucoup de boutons, que j'étais grosse. Ils estimaient mon poids. Fait qu'à un moment donné, ben moi, j'étais comme pognée avec ça, puis j'étais genre, bon, ben j'ai quelque chose de pas correct, faut que je fasse quelque chose. Fait que c'est là qu'est venu tout le surentraînement, puis les diètes, puis éventuellement les troubles alimentaires. Mais tu vois, c'est là où c'est important, justement, là, on sort la variable des diètes, mais c'est correct, on peut parler juste de cette variable-là, mais c'est un casse-tête, hein. Tous les morceaux de casse-tête, là, tu parles d'intimidation, tu parles de ton poids, tu parles de tous les autres facteurs qui ont laissé une place très importante. Puis là, la culture des diètes est venue s'imbriquer là-dedans. Puis c'est pour ça que c'est important, justement, qu'on parle de culture des diètes, parce que ça vient, en gros guillemets, très, 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 très gras, régler le problème. On est dans une société où la population a appris que c'était ça qui réglait le problème de cette vulnérabilité-là. Je me sens tellement vulnérable, te dis, c'est ça qui allait me rendre heureuse. Donc, on est extrêmement vulnérable, on est blessé, on n'est pas bien, on est peu importe. Et là, ben, je suis pas capable de vivre avec cette détresse-là. Je suis pas capable de vivre souffrant de cette façon-là. Et la société m'a appris que, mais je vais changer mon corps, je vais perdre du poids, je vais modifier ça, je vais adopter des comportements de contrôle. Puis, encore, je mets les gros guillemets,
mon problème va être réglé. Mais oui, c'était une solution. C'est exactement. Et c'est là où je m'enligne dans une espèce de... Je me mets à débouler, là. Fait que les diètes, en fait, l'industrie de l'amaigrissement, tout ça, l'a très bien compris, parce qu'on le sait, ça fonctionne pas. Les diètes, bon... Puis tu dis que c'est des modes, on pourrait faire une liste, je sais plus à combien qu'on est rendu, là, tu sais, dans un de mes livres, là, puis il y a plusieurs livres, en fait, qui ont été écrits, qui les font, ces listes-là, on part de 1900, là, de comme diète au chou, diète, ça n'a pas de bon sens, là. Puis il y en a 10, 20, 30 diètes, on est rendu à 50, à 100 diètes qui existent, puis ça se renouvelle tout le temps, même pour répondre toujours aux mêmes besoins. Cette vulnérabilité-là, et l'industrie profite de cette vulnérabilité-là. L'insatisfaction de notre image corporelle, l'industrie l'a compris et en profite. Oui, en profite. Ça fait de l'argent, cette industrie-là. Mon Dieu, que des diètes puis des diètes. Tu sais, c'est comme, moi, même, j'en ai acheté étant, tu sais, genre, je prenais, genre, la carte de crédit de ma mère pour acheter des diètes ou des pilules amaigrissantes parce que je m'en foutais de payer. Je voulais juste tellement, tu sais, j'aurais tout fait. Mais parce que ça faisait mal. Mais oui, ça faisait mal. Tout pour arrêter de souffrir. Alors, à l'inverse, puis là, on fait notre coming out. Jérémy et moi, on s'est entraînés au même gym. Et le gym, chez les gars, c'est souvent valorisé, les diètes. Le gars qui est sur la coque, le gars qui perd du poids, le gars qui lève plus fort, le gars qui a pris de la masse musculaire. Tu l'as vu, on le voit dans ton documentaire, mais tu l'as vu aussi sur le terrain parce que toi aussi, tu aimes t'entraîner. Mais tu vois aussi les effets pervers de l'entraînement puis des compétitions, là. C'est ça, c'est que toutes les diètes sont pas égales. Et je pense qu'il y a des diètes qui sont valorisées aussi d'un point de vue au niveau de la société. Et notamment au niveau des gars, je pense que c'est ça qui est vraiment très pernicieux, c'est qu'on va valider l'entraînement, on va dire « Ah, c'est bien, t'es en forme, ou t'as pris du muscle. » Et il y a une dimension positive qui vient avec ça. Et tout comme, on va dire aux jeunes femmes « Ah, ben, t'as perdu du poids. » Donc, c'est ça qui est vraiment très, très difficile, c'est qu'il y a ce renforcement positif qui vient avec le résultat de ces diètes. Et ces diètes-là, moi, ce qui me fascine, c'est de voir des gamins de 14, 15 ans, voire plus jeunes, même à qui j'ai pu parler, qui font déjà des régimes, finalement. Et qui sont, ah ben là, je suis en prise de masse, genre, mais t'as 12 ans, là, mange n'importe quoi, tu vas prendre de la masse musculaire. Profite de Tu ta t'entraînes, genre, mange des biscuits, mange de la protéine, c'est ok, d'accord. Mange tout, genre, fais-toi plaisir, t'as 12 ans, là, genre. Mais non, ils sont là à compter ce qu'ils vont manger, là, à peser, à préparer leur repas. Et c'est là où je trouve qu'on tombe dans un truc qui est un peu, pour moi, qui est fou, là, c'est que ça devient tellement toxique et malsain si jeune. Et après, si tu es un athlète de haut niveau, là, tu vas aux Olympiques, tu t'entraînes au stade olympique, là, au centre des athlètes de haut niveau, etc. Ok, je comprends que tu es un cadre alimentaire parce que ton corps est une machine qui doit performer. Surtout qu'il y a des sports qui ont des catégories de poids puis tu n'as pas le choix de respecter un poids. En plus, il y a tout ça. Mais là, on est dans l'élite de l'élite de l'élite. C'est ça. Mais là, le problème, c'est que tous ces gars-là, ils se voient comme... ils s'appellent tous athlètes. Sur Instagram, ils sont tous des athlètes. Tu fais du bodybuilding. Oui, ok, t'es un sportif, mais de là à dire athlète, t'es pas allé à l'Olympia, c'est comme toutes les notions de valeur, tout le monde, il y a ce désir d'être quelqu'un, là, et ça passe par le corps, par la validation qui va avec, et donc comme une aspiration, là, où ils sont, et on arrive, notre notion même de la réalité est différente. En fait, c'est ça qui me troublait, c'est que je voyais qu'on n'avait plus du tout la même notion de c'est quoi être en santé. C'est quoi? Ils sont toujours à valider. Ah, t'es musclé, donc t'es en santé. Et moi, des fois, je dis, ben non, c'est pas parce que t'es musclé que t'es en santé. Sinon, tous les gars, les monstrueux sur le stage de Olympia seraient en santé, alors que c'est sûrement pas les personnes les plus en santé sur Terre, loin de là. Donc, non, on est dans le déséquilibre. Puis même les athlètes de l'extrême, même des gens qu'on va valoriser ou on va applaudir aux Jeux olympiques, sont pas toujours dans un cadre santé. On est dans un cadre de performance. Sans se doper pour la plupart. Déjà, on sait très bien que tout ça, c'est un jeu de boucan, là, c'est un show de boucan, pardon, c'est oui, Marie-Michel. Mais tu sais, quand tu dis « je veux être quelqu'un », c'est quand même assez important. Ça veut dire que toute la recherche d'identité part
passe à travers le corps, l'apparence, le poids, Le regard de l'autre. le regard de l'autre. Alors, ça devient très dangereux, en fait, parce que là, ma valeur est assise sur cette apparence-là, puis le jugement, la peur du jugement. Alors, on est toutes mêlées, là. Tu sais, mon identité, c'est là au niveau de l'adolescence, ça devient très important, parce qu'en quelque part, toute la recherche d'identité, c'est à travers l'adolescence que ça se crée. Puis la recherche d'identité devrait se faire, c'est ce qu'on aimerait au niveau du développement, à travers les expériences, à travers les relations. Sauf que là, si je la fais, ma recherche d'identité, à travers une espèce d'obsession de mon corps, puis là, ben ça va tout se fusionner comme ça. Mais c'est là où est-ce qu'on est à risque de développer un trouble alimentaire, évidemment, avec d'autres facteurs, là. C'est parce que je trouve que c'est vraiment un point important, c'est que, par exemple, ce matin, je vais m'entraîner et il y a un jeune qui doit avoir 20 ans, je pense 21 ans, à qui comme sympathie, parce que je le conseille, j'essaie de l'aider parce qu'il faisait un peu n'importe quoi. Mais non, mais tu sais, moi, tu t'entraînes depuis 20 ans, donc si je peux lui éviter certaines erreurs, tu sais, genre, donc je suis un peu le vieux là qui va emmerder. Mais du coup, on a comme sympathisé. Et là, il me dit, ah ouais, il culpabilisait parce il avait fait la fête la veille, genre il avait un peu bu, il n'était pas allé s'entraîner le lendemain. Là. Et je fais, mais c'est pas grave, là, genre, t'es là pour faire la fête, amuse-toi, là, genre, bois trop d'alcool si t'aimes ça, genre pas trop avec modération, mais tu sais, fais la fête, tu sais, profite, vis ta vie, vis ce qui est bon pour toi, et après, l'entraînement, tu me places, c'est en disant, ok, je vais aller m'entraîner, ça va me faire du bien, parce que, mais tu sais, c'est cette rigidité, moi, qui me fait peur, et parce que je la vis aussi moi-même, donc et ça a été tout un combat aussi tout au long de ma vie. Mais j'ai fait un pas de géant quand j'ai compris, la journée que j'allais au gym et j'avais pas de plaisir. Là, il y avait une punition qui s'y était associée. Et là, j'ai dû me reprogrammer en me disant, est-ce que je peux avoir du plaisir? Pas de la performance. Et c'est là que ça a changé. Quand on parle d'aliments plaisir, on parle d'activité plaisir, il faut avoir du plaisir. Si tu n'as plus de plaisir et que tu te l'imposes, c'est là qu'il peut y avoir des déviances. Il y a énormément de souffrance, puis tu les vois à ta clinique. Mais imaginez, fais un retour en arrière. On est en 1970-75. Il y a de ça dans ce que tu dis, Marie-Michel, tu sais. Sauf que là, avec les réseaux sociaux, imagines-tu la puissance 1000 du comparable de voir les gens sur les réseaux sociaux? Autant tu peux t'abonner avec des beaux algorithmes, on va t'envoyer des belles publicités sur des sites qui te nourrissent. Mais Internet et fin finaux, il est capable de t'envoyer d'autres choses qui vont peut-être encore plus t'enliser. Donc, comment vous le voyez, ça, la présence des réseaux sociaux pour une personne qui a vraiment une fragilité au niveau des troubles alimentaires? Pour vrai, moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Puis c'est exactement ce que j'essaie de faire avec mes réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de créer une page sécuritaire dont la petite Laetitia aurait eu besoin. Parce que pour vrai, moi, avec l'intimidation, puis juste comment moi, je me parlais à moi, c'est en masse pour me détruire l'estime de soi, puis pour me engendrer plein de troubles alimentaires. Tu sais, c'est comme... ça me donne de l'angoisse, les jeunes aujourd'hui qui grandissent avec ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie que ça soit safe, que ça soit sécuritaire, mais c'est tellement facile de se comparer parce que c'est juste ça. C'est juste des images qu'on voit constamment. Fait que c'est facile, puis tu te crées ta propre image de ce que tu penses qui est convenable. Puis là, ben, si t'éloignes ça, ben là, t'as une mauvaise journée, tu te punis avec l'entité. C'est un cercle vicieux, là. Marie-Michel, Ouais, ben, est-ce qu'on t'en parle? On m'en parle, mais en fait, il faut que nous, on sensibilise aussi. Dans le sens que les jeunes d'aujourd'hui, puis on parlera aussi des adultes, mais les jeunes ont grandi là-dedans. Les adultes n'ont pas grandi là-dedans, ils l'ont vu arriver plus tard, tu sais. Mais les jeunes sont nés avec les réseaux sociaux, alors d'eux-mêmes, des fois, ils prennent pas conscience de cet impact-là. Alors, c'est à nous de sensibiliser, de même poser la question, est-ce que tu te compares? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Quelle sorte d'utilisation tu fais des réseaux sociaux? Parce que ils sont pas conscients des fois de, ah oui, c'est vrai, je l'utilise. Ah oui, c'est vrai, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Ah oui, c'est vrai, je me sens pas super bien, finalement, que j'ouvre mes pages, puis voici quelle utilisation j'en fais. Parce que les études sont très claires là, sur l'impact, c'est néfaste. Ceci étant dit, on peut contrebalancer avec des pages d'éducation, quand on voit qu'il y a des documentaires qui sortent, puis qu'on peut justement montrer ces documentaires-là, aller voir ça, fait qu'on peut justement sensibiliser. Reste que il y a vraiment un impact très, très néfaste. Tu sais, par exemple, je veux juste rajouter que l'être humain se compare, là. C'est comme ça n'existe pas un être humain qui ne se compare pas. Non.
Fait qu'il faut être conscient de ce qui se passe quand on se compare. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de toi quand tu te compares? Puis comment tu te sens après. Tu sais, fait que c'est comme s'il faut ralentir ce processus-là. Et c'est un cheminement, là, finalement. Qui prend le temps de ralentir, comme tu dis si bien, et à qui revient le rôle de mettre un stop à justement cette réaction en chaîne qu'on a à l'intérieur? Les parents, les professeurs, les amis, comment on arrive à justement faire prendre conscience à un adolescent de tout ce qui s'inflige comme négativité et comme souffrance intérieure? J'ai pas pensé, moi, il y a quelque chose qui me marque, souvent, ce que je me dis, c'est que si vous n'avez pas les conversations avec vos enfants, quelqu'un d'autre les aura avec eux via les réseaux sociaux. Là, je parle dans le cadre, moi, par rapport aux garçons, le rapport à la musculation, l'utilisation des stéroïdes. Un gamin de 12 ans va être exposé à un monsieur de 25 ans, parce que là, je dis un monsieur parce qu'il fait 240 litres de muscle et qu'il est barbu et que, je sais pas, un gamin de 24 ans comme on pouvait l'imaginer avant, qui lui dit là, mon gars, là, si tu veux prendre la masse musculaire, un cycle de primo-bolan ou de train, tu prends ça comme ça. C'est ça la réalité, là. C'est que vos gamins, tous les jours, ils sont exposés à ça. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit ce monsieur-là qui lui dit ça, qui est dopé comme une pharmacie, ou est-ce que c'est vous qui devez avoir des conversations avec votre fils sur c'est quoi le rapport au corps, c'est quoi le danger de ces produits-là? Après, s'il doit les prendre, il les prendra, ce sera son choix. Mais c'est la même chose sur la sexualité, sur le fait de se protéger, sur le VIH. Alors, moi, je suis la génération de VIH, mes parents n'ont jamais eu cette conversation avec moi. J'ai eu la chance de l'avoir par l'école, parce qu'il y avait des cadres à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun cadre dans les écoles, en tout cas de ce que je sache, notamment pour les garçons, qui leur parle des dangers des produits anabolisants ou des dangers des troubles alimentaires chez les garçons. Il n'y a rien qui est pris au niveau national, vraiment, pour prendre ça en compte. Et cette souffrance, qui est souvent très silencieuse, donne des indices. On est capable de percevoir ça chez nos enfants, nos adolescents, nos proches. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu suggères de faire? Ben, tu veux dire quoi? On est capable de percevoir ça? C'est-à-dire que comme parents, on peut voir notre fils qui va au gym, par exemple, ou notre fille qui va sur ses pages Internet et elle voit que des filles minces, puis tu sens que de temps en temps, ta fille se trouve pas nécessairement belle, puis elle en parle, elle a des petits commentaires. Donc, on peut laisser des indices de notre souffrance. Pas toujours, mais on peut en laisser. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est capable de percevoir? Mais je reculerais d'un pas. Parce que là, j'entends les parents qui viennent nous voir, puis là, je pense qu'ils ressentiraient une pression de comme, OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je vois? C'est comme, OK, mais là, je l'ai pas vu. Puis là, fait que je pense que je mise toujours sur, on ouvre le dialogue. On en parle. Alors, parce que oui, il y a des manifestations qui sont peut-être un peu plus apparentes, mais pas tout le temps, comme tu viens de le dire. Puis on veut surtout pas créer une espèce d'hypervigilance. Parce que les enfants... Culpabilité, pour les parents. Aussi, puis nos enfants sont différents, s'expriment différemment. Là, je parle pas de verbal, mais je parle de corporel. Alors, on ouvre le dialogue, on s'assoit, puis on parle. Et on parle de ce que nous, on observe en tant que parents. Alors, j'observe que tu as moins mangé. J'observe que tu vas au gym plus souvent qu'avant. J'observe que tu sembles pas avoir de plaisir quand tu t'entraînes. On prenait une marche avant, tu y es plus. Fait qu'on se base sur des faits comme ça. J'aimerais ça pouvoir en parler avec toi. Puis là, la suite est difficile. Ça se peut qu'ils disent, ben pas moi. Mais as-tu entendu comment tu t'es bien exprimé? Tu as parlé au jet tout le long, puis c'est pas un discours agressant pour l'enfant. Peut-être qu'il va le percevoir comme étant intrusif, mais tu as trouvé la façon adéquate de nommer les choses, ce qui n'est pas toujours le cas quand on arrive en survie. On a travaillé 80 heures cette semaine, on est brûlé vivement notre verre de vin pour qu'on se calme, puis là, c'est pas toujours facile de s'exprimer comme tu viens de le faire de façon hyper adéquate. Hein? Oui, fait qu'on respire. Et moi, je t'avoue que je suis assez fataliste deux fois par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est tellement lié à la santé mentale que ce qui doit arriver arrivera. Tu sais, deux fois, je suis vraiment dans cet état d'esprit, je me dis, bah, si ça va pas, tu vas être exposé, tu vas trouver une façon de compenser. Ça va peut-être le sport, ça va peut-être la nourriture. Moi, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et c'est un peu le recul que j'ai dans mon expérience personnelle qui vaut rien, là, tu sais, d'un point de vue
Mais j'ai vraiment l'impression que il y a des cadres dans lesquels tu ne reçois pas forcément le soutien que tu dois recevoir de tes parents. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des bons parents, mais des fois, ils ne sont pas armés eux-mêmes pour te l'offrir, qu'ils ne sont pas capables de voir les signaux que tu es intimidé à l'école, que tu subis la violence. Et ça, moi, je pense que c'est central, notamment pour les garçons. Je sais moins pour les jeunes filles, mais pour les garçons, souvent, toutes ces problématiques-là, plus tard, j'ai l'impression que tout le temps, il y a la question de « j'ai un père qui n'était pas là et j'ai été victime de violence et d'intimidation à l'école ». Tous les jeunes à qui j'ai parlé disaient ça. Il y en a un seul qui m'a dit « Moi non, ça allait, j'étais juste un gros fan de sport et peu... » Donc c'est là où je dis si aussi, en tant que parent, tu vois pas les signaux que ton fils subit la violence à l'école, si ton enfant ne dit pas, si en plus, dans le cadre scolaire, personne fait quelque chose, c'est là où, des fois, je suis un peu fataliste, et peut-être que je ne devrais pas avoir ce discours-là c'est autour de cette table-là, mais Non, c'est correct de nommer l'inquiétude de Jérémy. Tout à fait. Moi, j'ai le goût de te dire, on travaille quand même avec des parents qui ont le souci de vouloir modifier certaines de leurs habiletés. Je ne pense pas que tous les parents viennent nous voir. Ils sont à différents moments de leur vie. Ils sont à différents stades de motivation aussi. Je suis zéro fataliste. Moi, je suis l'inverse. Et on a toute une expérience différente aussi. Mais voilà, je pense que... Mais je pense que le côté fataliste, c'est le côté plus systémique. Dans le sens, j'ai l'impression que c'est tellement une sorte de toile d'araignée. Là. C'est très dur. Des fois, j'aimerais ça dire, c'est ça. Mais tu sais, c'est... Mais on est... c'est ça qui est vraiment complexe, c'est comment on règle ça quand... oui, c'est la violence scolaire, c'est les parents qui voient pas forcément les signaux, c'est la pression des réseaux sociaux. Et comme la fois le message, le véhicule, tout ça, c'est une machine qui se... Ouais. Et donc c'est là où ça devient vraiment très compliqué de dire comment on trouve des solutions à ça. Et ça, souvent, je me questionne sur comment on fait. Je pense qu'une des difficultés aussi, c'est que le discours de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte change. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai commencé à me faire intimider, j'avais 8 ans, puis c'était un petit garçon qui était à côté de moi qui m'avait dit « T'as beaucoup de graisse ». C'est comme vraiment étrange de dire ça, mais en tout cas, c'est juste l'enfant qui soulignait une différence. Tu sais, j'ai en veux encore, mais c'est pas grave. Oh! Mais tu sais, c'est juste ça qui disait ça. Puis ça, je l'ai dit à ma mère, puis là, ma mère est capotée, là. Finalement, le petit garçon m'a écrit une lettre d'excuse, tout ça, puis la prof s'en est mêlée. Mais ça n'a pas arrêté, là, ça a continué. Puis je me rappelle, en fait, ma mère m'a raconté qu'une fois, on était allé magasiner chez Sears, dans la salle d'essayage, j'avais dit à ma mère, « Maman, j'aime pas mon corps. » Puis là, ma mère était comme, genre, tu sais, j'avais 8 ans. OK? Puis plus tard, dans le miroir chez mes parents, je m'étais regardée, puis j'avais dit à ma mère, je comprends pas ce que j'ai de gros. Je comprends pas. Puis j'essayais vraiment une jeune fille qui essayait de comprendre. Puis éventuellement, là, ça a continué. Puis là, tout ça, c'est resté avec moi. Puis à 14 ans, je me posais plus la question. Je savais que j'étais grosse. Puis je savais qu'il fallait que je change quelque chose parce que... Puis j'étais en silence. Moi, c'est deux choses différentes, hein? Oui. Savoir que t'es grosse et savoir qu'il faut que tu changes quelque chose, c'est deux choses différentes, là. Ouais. Mais tout à fait. Comment, genre? Parce que pour moi, là, aujourd'hui, je le vois plus de même, mais moi, ça a été mon mindset pendant... Je peux savoir que tu es grosse, puis s'il y a une acceptation, il n'y a plus de la punition là-dedans. Et si quand ça sous-entend « je dois changer quelque chose », c'est que là, il y a quelque chose qui n'est pas bien, là. Ben, c'est que j'étais ça pas que tu dis, hein? Je me trouvais grosse. Tu sais, j'ai jamais été... J'étais pas un chubby kid. Peu importe, même si j'avais été un enfant chubby, on s'en fout. Genre, tu sais, comme, tant que je suis en santé, mais non... C'est ça, c'est que je l'ai jamais été. Okay. C'est ça l'affaire, c'est que c'est comment je me voyais. Okay. Puis éventuellement, ça a changé, oui. Puis éventuellement, je savais pas que j'avais un trouble alimentaire, je l'appelais mon obsession. Puis tantôt, tu as dit mon obsession. Puis moi, je me rappelle, en secondaire 5, j'avais écrit un courriel à la psy de l'école, puis j'avais dit, j'ai une obsession, je sais pas quoi faire, ça m'occupe à chaque minute de mon temps. J'étais pas concentrée à l'école, je pensais juste à ça. Puis je l'appelais mon obsession. Puis finalement, on a compris qu'est-ce que j'avais, mais tu sais, c'est ça. On dirait que ça prend tellement de la place, puis c'est que t'as tellement pas de valeur si t'atteins pas ce but-là, tu vas tellement pas réussir. Puis je me rappelle, j'avais hâte de publier une photo sur Facebook en écrivant comme caption en bas « J'aime enfin mon corps ». Tu sais, j'avais hâte, tu sais, c'était un but pour moi, puis tu sais, c'est fou parce qu'aujourd'hui, genre, tu sais, c'est comme, mais c'était juste ça, je m'en foutais de ma carrière, je vais juste être mince. C'est vraiment ce que tu dis par rapport au fait de, je peux être chubby ou pas, on s'en fout. Je trouve que c'est un point important, c'est que on oublie, et ça je pense en grande partie à cause des réseaux sociaux, le fait qu'il y a une variété de corps. Oui. Et donc on a comme un standard qui devrait s'appliquer à tout le monde. Et c'est tellement stupide et absurde quand tu penses, parce qu'il y a des gens qui naturellement vont être un peu plus ronds, il y a des gens qui vont être
très mince, très sec, naturellement, et on n'a pas de contrôle sur ça. C'est là, et pour les gars, je sais quand ils veulent, moi je vais être genre super énorme et musclé, et le gars il fait 1m90 et il est comme ça. Ça ne va pas lui demander le même effort que, je dis 1m90, mais genre 6 pieds 5, et que quelqu'un il fait 5 pieds 3 et qui va prendre beaucoup plus facilement de la masse musculaire. Et la deuxième question, c'est... Et chacun, on dirait qu'il souhaite ce que l'autre a. Exact. Et il veut jamais souhaiter ce que lui peut avoir, ce qu'il a, en disant... Ce qu'il est, tout Ça- simplement. là. Moi, ça m'a pris des années pour dire, mais c'est cool de faire 100 pieds 7. Tu sais, genre, je peux prendre la masse musculaire assez facilement. Genre, comparé à quelqu'un de plus grand, tu sais, je suis un peu plus chubby de nature quand j'étais plus jeune. Finalement, tu dis, mais il y a des intérêts aussi. Parce que Il y a des avantages, mais la question qu'on pourrait poser à ce mec-là qui se dit « Je mesure 6 pieds 5 puis je pèse 150 livres, je voudrais peser 220. » Mais pourquoi? Ça, après, c'est encore notre... Ça devient intéressant de savoir, mais c'est quoi sa motivation? OK, mais probablement qu'on revient encore à la vulnérabilité à l'insatisfaction corporelle. Puis là, on irait voir, est-ce qu'on est encore dans une espèce de quête d'identité qui a été fusionnée à la valeur personnelle? Et pour les jeunes filles aussi, tu vois comment la valeur, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement capitaliste aussi dans notre rapport au corps, là, c'est qu'il y a une sorte de valeur marchande du corps sur le marché de la séduction, de la désirabilité. Donc, par exemple, pour les jeunes filles, pendant les années 90, c'était Kate Moss. Donc, c'était genre, tu n'as pas mangé depuis 3 mois. Et non, mais c'est dans ça. Elle était infamée, Kate Moss. Tu vois, quand elle raconte ce qu'elle pouvait manger ou autre, dans la fameuse époque des top modèles des années 90, aujourd'hui, c'est Kim Kardashian. C'est pas du tout le même type de corps, de physique. Donc, tu vois qu'il y a une évolution aussi, que c'est relié à des modes, Donc, des fois, je compare de vue ça aussi, dire, OK, mais il faut se détacher de ça, il faut se concentrer sur ce qu'on a et construire à partir de ça, et être bien sur ce qu'on... Oui, mais ça, c'est notre démarche, apprendre à s'aimer tel que l'on est. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont immunisés? Y a-t-il des types de personnes qui ne vivront pas des difficultés d'acceptation puis d'image corporelle? Toi, tu dis oui? Ah oui? Parce que sinon... Moi, je pense que c'est impossible. Mon mari, pour le coup, je suis marié, en tout cas, j'espère qu'il ne me voit pas que je dis ça, mais il n'a jamais eu de problème par rapport à son corps, son image. Et ça existe, et j'en ai rencontré. Ça existe, non? Oui, il y a des gens qui sont... Et je ne sais pas, moi, ça me fascine, parce que j'ai beaucoup de discussions par rapport à ça, sa famille, son éducation, qu'est-ce qui fait que... C'est pour ça, est-ce qu'il y a une partie aussi, on sait qu'il y a une partie génétique, dans ma famille, les troubles alimentaires étaient présents, donc des fois, il y a des facteurs, tu sais, les traumatismes intergénérationnels, tu sais, le désir de surpasser, de réussir, les familles qui ont immigré, on sait qu'il y a des fois, il y a des impacts aussi, c'est assez fascinant, c'est comme tout ça, tu vois, tellement de couches. Mais c'est intéressant parce que autant toi, tu avais des vulnérabilités majeures et ton conjoint, mais pas du tout. Tu disais que c'est ton conjoint qui... ton conjoint qui, lui, il s'en fout. Genre, vous en avez parlé, puis lui, comme... Il a toujours été dans sa... Content pour lui. Toi, tu penses pas? Toi, tu penses que tout le monde peut être appelé à vivre une insatisfaction? Ou une comparaison, ou un questionnement. Oui, mais est-ce qu'on en fait une obsession? Parce que moi, je peux très bien... C'est ça, ça ne devient pas pathologique nécessairement. Non, mais je ne souhaite pas à personne, là. Parce que je pense qu'on peut tous, tu sais, j'en parlais même avec des filles, des intervenants dans l'éclaircie, ils me disaient, c'est correct d'avoir un discours de, peut-être que je pourrais perdre 2 livres. Ça fait pas de toi une personne qui va être hospitalisée, attachée puis gavée, là, tu comprends? Tu disais que c'est dans la nature humaine de se comparer. Ta question, là, c'était trouble alimentaire ou problème d'image corporelle? Je mets les deux dans la même question, parce que le trouble alimentaire, c'est autre chose. Parce que le trouble alimentaire, c'est l'extrême. Mais au niveau de l'image corporelle, je pense que beaucoup de gens vont vivre à un moment donné une insatisfaction. Moi, je vais séparer ta question en 2. Au niveau des troubles alimentaires, on est dans un trouble de santé mentale. Et c'est que les problèmes d'image corporelle ne sont pas. Dans les troubles alimentaires, c'est très complexe. Puis j'ai comme gardé une petite question de Jérémy dans ma tête que j'aimerais vraiment répéter tantôt par rapport à ça. C'est complexe et c'est multifactoriel. On n'a pas toute la même vulnérabilité par rapport aux troubles alimentaires. Donc, on n'est pas égaux face au risque de développer cette maladie-là.
Au niveau génétique, on n'a pas toutes les mêmes vulnérabilités. Au niveau, là, je ne ferai pas toute la liste, mais tu sais, au niveau psychologique, au niveau social, on n'a pas toutes eu les mêmes expériences, on n'a pas toutes été victimes d'intimidation, donc on n'a pas toutes la même vulnérabilité. Immunisé, je trouve ça fort comme terme. Fait que je pense pas qu'une personne peut être immunisée, mais définitivement, une personne peut être beaucoup moins à risque et même ne pas être à risque de développer un trouble alimentaire. Je ne crois pas au risque zéro. D'accord. Ça serait ma réponse nuancée. Pour le trouble alimentaire. Pour le Maintenant, pour l'image corporelle. Pour l'image corporelle, les études sont très claires. Le taux de problème d'image corporelle est très, 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 très élevé. Vraiment très élevé. Mais c'est pas 100%. C'est pas 100%. Okay. L'espoir. Et c'est pas pathologique nécessairement. Non, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, mais reste que c'est associé quand même à une détresse. Puis là, on peut aller, tu sais, en fait, c'est un prédicteur de problèmes alimentaires. Reste que le comportement numéro 1 qui va être choisi, si je peux dire ça, pour régler le problème d'image corporelle, ça va être des comportements alimentaires problématiques. Fait que là, il y a plein de liens qu'on peut faire après ça avec le risque de troubles alimentaires, là. C'est quoi la question que tu voulais répondre à Jérémy? Ah ben c'est la question génétique, non? C'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que le côté fataliste est resté avec « il n'y a rien à faire ». Et c'est pas vrai. On peut se rétablir d'un trouble alimentaire, il y a beaucoup d'espoir. Oui, mais pour ça, oui. Mais c'est plus le fait de tomber dedans. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme un... C'est comme on est destiné à arriver dans certains cas. Ça veut pas dire qu'on est destiné à y rester toute notre vie, à ne pas s'en sortir. Par contre, ça, je suis convaincu qu'on peut... Moi, genre, moi-même, je m'en suis sorti. Donc ça, j'y crois tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'on est comme destiné. Et j'avais une question par rapport à ça pour toi. On va y arriver, excuse-moi, Ah non, là, je rentre dans mon aspect non. Mais en fait, on peut les prévenir aussi. Alors non, on n'est pas destiné à en développer un. Si le train il est comme parti, on peut l'arrêter aussi, ce train-là. Vraiment. Sinon, on ne serait pas assis ici à faire ce qu'on fait. Il y avait un minimum d'espoir. Exact. Puis il n'y aurait pas tous les efforts de prévention puis de sensibilisation. Alors, tu sais, mes fameux morceaux de casse-tête de tantôt, puis tous les facteurs de risque, aussi pesants soient-ils, on peut arrêter un train en marche. Est-ce qu'il y a des facteurs de protection par rapport... Oui, et là, je vais doubler ma question. Pour le trouble alimentaire et aussi pour l'insatisfaction par rapport à notre image corporelle. Définitivement. Quels sont-ils? Définitivement, une estime de soi plus élevée, définitivement. Ça, c'est le meilleur, je crois. Vraiment. Tu me pognes sur le fait, là. C'est pas là, définitivement. Je veux pas te challenger, mais mettons, tu me dis une estime de soi, mettons, satisfaisante. Moi, je suis comme, c'est bien le fun, mais c'est parce que moi, j'ai pas eu ça pendant des années, une estime de soi agréable, mettons, là. Fait que, tu sais, comment... Il y a un facteur de protection qui est plus facile à avoir. Ouais, il est facile à avoir, mais tu sais, j'ai le goût de te dire quand même qu'une estime de soi, ça, c'est pas oui ou non. Donc, on peut la développer, l'estime de soi. Elle était pas comme capote dans la poubelle, là, ton estime de soi. Non, je l'avais un petit peu. Ça peut, puis ça... Quand on s'en rend compte, on peut aller la travailler, on met des choses en place. On sait que le réseau social est un autre facteur de protection. Donc, évidemment, un bon réseau social, bon soutien, la gestion des émotions adéquate. Donc, être capable vraiment de connecter à ses émotions, d'être capable d'identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Souvent, les émotions, quand tu souffres d'un trouble du comportement alimentaire, c'est que tu les bloques, tu ne veux pas les ressentir. Donc, tu vas les geler par toutes sortes de moyens. Donc, juste de ressentir les émotions, c'est quelque chose d'extraordinaire. De les ressentir, de les exprimer aussi, puis essayer de comprendre pourquoi je vis ça. Et c'est là que tu as besoin d'aide, parfois thérapeutique. C'est là que toi, tu peux intervenir à ce moment-là. Ben oui, absolument. En fait, nous, on peut intervenir à n'importe quel moment. Hein. On peut intervenir au début, même quand on n'est pas sûr. Tu sais, tu disais, j'ai contacté une psychologue pour dire l'obsession, mais on n'était pas sûr c'est quoi. On peut intervenir justement pour faire beaucoup d'éducation. On intervient à différents moments. Moi, je fais de la psychothérapie, fait qu'on est plus au niveau du traitement, mais même le traitement, on a un côté sensibilisation, éducation, préventif aussi. Oui, absolument. Évidemment, je peux deviner qu'autour de la table, il y a des gens qui l'ont vécu. Alors, au même titre que toi, si tu ne l'as pas vécu, tu l'observes. Donc, j'aimerais ça entendre votre histoire, pas nécessairement au complet parce qu'on n'a pas assez de temps, mais surtout, qu'est-ce que dans votre parcours du trouble alimentaire vous avez vécu? C'était quoi au niveau émotif? Je pose la question à Jérémy, autant à toi, à Laetitia. On dirait que je sais même pas par quoi commencer. Ce que j'ai vécu, ben c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Je pense que ça va de soi, mais je pense que ça a été beaucoup, ça se peut que ça fasse pleurer. Il y a eu beaucoup de
d'injustice. À quel niveau, l'injustice? Je comprenais pas pourquoi moi, j'étais différente. Puis, excusez-moi. Genre, pourquoi c'était moi dans le groupe d'amis qui était de même? Pourquoi c'était moi? C'est compliqué dans les cabines d'essayage, tu sais, pourquoi c'était moi qu'il fallait que ça s'entraîne plus? Pourquoi moi? Tu sais, fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de... Je sais pas, c'est pour ça que je suis devenue avocate, là, mais il y a beaucoup d'injustice que j'ai ressenties, je pense. Tu te sentais seule? Oui, à 100%. C'est difficile à cet âge-là d'aller chercher de l'aide puis de crier notre souffrance et de demander à quelqu'un, peux-tu m'écouter? J'ai besoin de toi. Ben, c'est parce que moi, je pensais pas que c'était un problème. Je pensais que j'avais à faire ça. Je pensais pas que c'était un problème. C'était la recette. C'était la solution. C'était ce qu'il fallait. Fait que j'avais à souffrir. Ça faisait partie de ça. Les autres, ils souffraient pour autre chose. Moi, c'était ça. OK. J'avais pas d'autre choix. Fait quoi? C'est intéressant parce que pour toi, il allait avoir un gain. Tu étais prête à souffrir pour le gain. Ah oui. Oui. Souffrir beaucoup, là. Ben oui. Ouais. Et, tu sais, les troubles alimentaires, longtemps, on associait ça à une maladie de fille. Puis je trouve ça le fun avec ton documentaire, puis que tu t'en parles. Puis moi, je suis porte-parole de la Maison d'Éclaircie. Tu sais, un gars qui fait son coming out, qui en parle. Mais toi, au niveau de ta souffrance, tu en as parlé un petit peu, tu sais, par rapport à ton conjoint qui, lui, pas du tout, il est dans le plaisir, lui, là, tu sais. Mais toi, la souffrance, si tu avais à la décrire, si tu avais à nommer des mots, tu l'associerais à quoi? Je pense que ce qui était difficile pour moi, c'est que je ne savais pas ce que je vivais jusqu'à très récemment, en fait, dans ma vie. C'est que quand j'étais adolescent, en fait, ça fait peut-être 3 ans que j'ai compris que j'avais eu des troubles alimentaires quand j'étais adolescent. Je faisais de la boulimie, je mangeais énormément, avec des crises vraiment je mangeais beaucoup plus que de raison, avec un poids qui fluctuait énormément à travers le temps. Donc, prise de poids, perte de poids, mais je savais pas que ça existait. Donc, en plus, pour moi, les Rafos, j'en ai entendu parler. Je pense que la première fois, c'était un film. Je vais bien, ne t'en fais pas. Je pense que c'était un film français avec Mélanie Laurent Shower. Et donc, elle était anorexique. Et donc, c'est la première fois vraiment, j'entendais parler des troubles alimentaires, même de façon générale. Mais c'était une jeune fille. Et à chaque fois qu'on en parlait, c'était l'anorexie chez les jeunes filles. Ou les crises de boulimie chez les jeunes filles. Et dans les films, c'était la jeune fille qui se fait vomir. Donc, parce que c'était la seule chose dont on parlait. Donc, moi, à aucun moment, je dis, ça existe aussi chez lui, c'est une maladie de fille. Donc, je n'avais jamais fait le lien. Donc, c'est très récent dans ma vie où j'ai fait ce lien-là et que j'ai compris. Et en plus, après, par-dessus, c'est rajouté plus tard l'entraînement, le fait de, je vais faire une prise de masse. Après, je vais faire une quête. Et donc, là, je comptais tout, je pesais tout ce que je mangeais. Et là, il y a un moment où il y a quelques années où je fais OK, j'ai fait aussi, j'étais paléo, genre keto, possible, mais sans le côté extrême droite, puliniste, là, genre, je suis jamais tombé dans ça, mais il y avait le côté alimentaire, là, quand même. Et je pense que récemment, il y a quelques années, je pense que j'ai compris aussi, je vais commencer à me questionner sur pourquoi j'ai ce besoin extrême de contrôle, en fait. Et moi, c'est quand j'ai commencé à questionner ça, et que j'ai comme fait un deuxième coming out, mais cette fois plus de troubles de la personnalité obsessionnelle un peu, dans le sens où c'est pas des médecins qui vont dire il y a quand même certains signes. Après, c'était pas de question, je voulais pas tellement un label, parce que je n'ai pas envie d'avoir un label, mais c'est comprendre que j'ai un peu de ça, j'ai comme des troubles obsessionnels. Et j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin d'organiser, ranger. Et ça m'a comme aidé à déconstruire, à comprendre et à avoir l'empathie envers moi-même aussi. Et donc, finalement, à commencer à me réparer, à séparer. Et aujourd'hui, j'ai 41 ans, je me débat toujours avec ça. La relation à la nourriture est toujours difficile. Il y avait de la nourriture qui était là, j'étais stressé, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller manger. Mais plutôt que de me frotter, je dis, vas-y, fais-toi plaisir. C'est changer aussi ce discours dans ma tête en disant, OK, puisque ça n'aide pas en plus de culpabiliser par-dessus. Donc, je pense que c'était beaucoup construire une relation avec moi-même. Ouais. C'est ça qui, pour moi, était ce qui m'a aidé. L'estime aussi. Et notamment l'estime. Excuse-moi, je t'interromps parce que je trouve ça remarquable, l'observation non jugeante. Parce que c'est vraiment important. Puis oui, ça va faire partie justement autant du traitement que des facteurs de protection, cette capacité-là de dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tu sais, avec curiosité, mais regardons ça, j'ai quelque chose d'obsessif. OK, mais comment est-ce que je peux tout simplement l'observer?
pour être capable, tu sais, de regarder comme, OK, ben il y a un fil par terre, mais regardons ça, il y a un fil par terre. OK, ben je vais marcher à côté du fil, comme, c'est correct. Mais surtout chez les gars, on n'est pas éduqué à être curieux de façon générale, je trouve. On n'apprend pas aux gars à être curieux. On apprend encore moins aux gars d'être curieux de eux-mêmes et de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc il y a cette double difficulté. Puis je trouve que créer cette relation-là avec nous-mêmes, avec notre intériorité, c'est tellement positif sur le long terme. Puis il y a aussi le fait que moi, je vois pas que des côtés négatifs, je vois ça comme une force. Donc j'ai appris aussi à me connaître et dire, OK, ben moi, j'ai besoin d'un cadre. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'une routine, d'un cadre. C'est là où j'arrive à gérer mon anxiété, c'est là où... Et j'apprends à construire ma vie avec ça. Donc, des fois, il y a des contraintes, mais aussi beaucoup de bonnes choses avec ça. C'est devenu une force parce qu'il y a une acceptation et tu as découvert certaines limites et certains indices dans tes comportements qui peuvent dire « Oh, attention, Jérémy, ça commence à basculer. » Et parce qui est intéressant dans le trouble du comportement alimentaire, c'est qu'au début, il y a une rigidité et derrière la rigidité, il y a une sécurité. Je me sens en sécurité dans ce cadre-là et finalement, ce cadre commence à rétrécir. Et à un moment donné, ça bascule. Exact. Ce qui nous amène une sécurité et parfois même une satisfaction, pseudo-plaisir, ça bascule vers la souffrance. C'est intéressant de voir ce bascule-là, ce basculement-là, qui fait que, OK, mais à un moment donné, ça verse dans la souffrance. Et quand on souffre, c'est éternel. Alors, dans cette souffrance-là, à un moment donné, il y a des petits faisceaux lumineux, il y a un petit peu d'espoir. Toi, c'est arrivé comment, cette espèce de petite lumière? Ouais. C'est pendant la pandémie, en 2020. J'étais qu'utilisatrice de TikTok à ce moment, puis je savais même pas encore que j'avais des troubles alimentaires. Je savais qu'en secondaire 5, j'étais à la maison éclaircie, puis qu'on m'avait dit « Tu devrais continuer avec nous », puis que moi, ça m'a vraiment stressée, puis je suis repartie en courant. Je savais juste ça, mais je l'avais vraiment déposé très loin dans ma tête. Mais quand je suis arrivée sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait une communauté de gens, qui avaient des troubles alimentaires. Ça, c'était un peu problématique ce que les gens postaient, mais il y avait une communauté qui se rétablissait. C'était le ED Recovery Community. Puis j'ai comme fait, OK, d'un, j'ai peut-être un problème finalement, comme mes parents pensaient il y a des années. De deux, je suis pas toute seule. Puis de trois, ils font des vidéos, ça a l'air le fun. J'en fais qui? Fait que c'est parti de là. C'est parti de là, l'espoir. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un je veux tellement aider. Puis en essayant de faire partie de cette communauté-là, puis en faisant des vidéos, ben ça m'a aidé moi. Puis des fois, j'avais des journées où ça allait moins bien. Je regardais mes vidéos, puis ça m'aidait. C'était à la fois la patiente et le thérapeute. Ouais, puis tu sais, je veux dire, j'ai une psy aujourd'hui depuis 2-3 ans. On n'a pas encore full parlé des troubles alimentaires parce qu'on éteint des feux, mais ce qui m'a aidé vraiment à me rendre où je suis vraiment loin d'être guérie, ça va vraiment mieux, mais je suis vraiment encore en guérison, là, ça fait juste 4 ans, c'est frais. Mais ce qui m'a aidé, c'est d'aider les gens, là, puis de voir que j'étais pas tout seul, puis de voir que ma voix avait un pouvoir, que je pouvais amener de la lumière, un espace sécuritaire à des gens. On dirait qu'en faisant ça, j'aide la petite Laetitia. Marie-Michel, comme psychothérapeute, quand tu as des gens avec toi en thérapie et tu sens que ça bascule, là, ça souffre. Ils sont dans la souffrance, ils sont un petit peu dans la noirceur. Comment tu les amènes à avoir un peu de lumière? Moi, je suis une personne qui, je pense qu'il y a le mot espoir de tatouer dans le front, là. Et je ne pense pas que je fonctionne avec ce point de bascule-là. C'est-à-dire que dès le départ, c'est important pour moi que l'espoir soit présent. Okay. Et les personnes qui viennent consulter le font à différents moments de leur parcours. Alors, des fois, l'espoir peut être présent un petit peu, puis d'autres fois, ils ne le voient pas. Et à ce moment-là, c'est très important pour moi d'exprimer en fait que c'est pas parce que tu vois pas qu'il y a de l'espoir que ça n'existe pas ou que c'est pas là. Et à ce moment-là, ben c'est moi qui vais le porter. Ouais. Jusqu'à temps que toi, tu puisses le porter. Et à ce moment-là, moi, je vais te le transmettre. Tu le portes comment, concrètement? Ça ressemble à quoi? Je pense pas que c'est concret, mais c'est en étant présente, en croyant en toi. Mais c'est déjà grand que la personne vienne te voir, exact. Même si elle est dans le désespoir. Exact, parce qu'il y a toujours de l'espoir, comprends-tu? Fait que tu peux être full découragé, puis je vais pouvoir le recevoir. Puis là, tu sais, je dis « mais c'est toute la communauté professionnelle là, qui est comme ça. Les troubles alimentaires, ça demeure complexe. Mais on est là. La Maison de l'Éclaircie à NEB Québec est là. On est là, tu sais.
Puis on ferait pas la job qu'on fait si on y croyait pas, tu sais. Fait qu'en quelque part, on croit que le rétablissement existe. Alors tu peux être découragé, tu peux ne pas comprendre qu'est-ce que tu fais, tu peux ne pas faire le chemin puis dire qu'est-ce que j'ai fait là. Puis c'est correct qu'on est capable de le recevoir par ça. Ce qui m'inquiète quand je côtoie ou je rencontre une personne qui souffre, qui est dans la noirceur, c'est pas quand elle me dit « j'y crois pas ». C'est quand je lui demande « est-ce que tu veux y croire » et qu'elle me dise non. Ça m'inquiète. Mais c'est là que tu te dis, toi, là, comme phare d'espoir, là tu as quelque chose, tu as un beau rôle. Parce que non seulement la personne n'y croit pas, mais elle est en train de se dire « fuck it, je veux même plus y croire ». Donc ça demande, je vais te poser la question, ça demande quoi comme intervenant, comme proche, quand une personne ne veut même plus y croire? De l'écoute, de la présence, de la compassion. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où elle voulait y croire puis plus maintenant? J'ai l'impression qu'il y a tellement de culte aussi, la performance qui se cache dans tout, et notamment dans le bien-être, que des fois on oublie que c'est une progression, c'est un chemin. Donc des fois, oui, il y a des rechutes, et là, je suis pas en train de relativiser les difficultés qu'on peut avoir et le fait d'avoir des rechutes plus ou moins importantes, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on devrait peut-être plus nourrir cette idée-là dans la société que c'est correct aussi de pas bien aller. C'est correct d'avoir des moments où on n'est pas à 100%, parce qu'on est toujours là, genre, performer, être le plus beau possible, le plus mince, le plus musclé, avoir le plus gros salaire, quels que soient les plus qu'on veut, mais cette obsession de la performance est tellement toxique en permanence, et encore plus dans tout ce qui est santé mentale, je trouve. Donc, plutôt d'accueillir, c'est ça, quand ça nous arrive, dire, mais je me sens comme de la merde, ça va pas. Et c'est correct. Et je pense pas qu'on arrête du jour au lendemain à avoir des troubles alimentaires. C'est un chemin, là. Oui. Comme moi, j'ai pas arrêté. C'est juste que j'ai appris à vivre, à le contrôler, mais pas de façon obsessive, dire, OK, tu vis ici, tu as ce petit espace-là, mais tout le reste, c'est à moi. Ou encore, moi, ce que j'associe dans mon rétablissement, c'est que je suis en rémission, et peut-être pour le restant de mes jours, et je l'ai accepté. C'est-à-dire qu'à tous les jours, j'ai choisi de faire attention à moi. À tous les jours, j'amène de la paix, de la douceur, de la bienveillance, même si des fois, je l'échappe. Même si des fois, oh boy, j'ai encore des réflexes, tu comprends? Oui. Mais j'en suis conscient. Puis je pense que ça, quand tu disais, ça devient même une force. D'être conscient d'une limite, c'est pas handicapant. Au contraire, c'est que tu mets des balises qui vont t'aider. Et surtout, à l'âge que tu es rendu maintenant, tu es capable d'aller chercher de l'aide. Puis tu as un entourage qui t'accompagne maintenant, surtout parce que tu t'es mis à nu, puis tu l'as dit. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Tu as mis tes proches comme témoins. Puis j'imagine que comme thérapeute, tu demandes à la personne aussi, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as de l'aide? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent là-dedans? Parce que c'est pas juste la thérapeute qui peut aider, là. On le demande, ça fait partie de l'évaluation. On ne peut pas exiger, par exemple, évidemment. Tu sais, quand tu partageais ton histoire, tu parlais d'un sentiment de solitude, puis tu parlais aussi de savoir que tu n'étais pas toute seule. Ça avait été très marquant pour toi. Fait que bien évidemment que ça va aider si la personne n'est pas toute seule. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a des personnes qui sont toutes seules, ou alors qui on parlait de réseau tantôt comme facteur de protection, c'est pas tout le monde qui a ce facteur de protection-là, qui ont un réseau, mais que le réseau est malheureusement pas aidant. Il va falloir faire avec. Fait que ça va faire partie de la thérapie, de regarder comment se préserver à travers ce réseau-là. Fait que, tu sais, c'est quand même important à observer, puis je reviens au mot préserver, c'est quand même assez important, c'est la réalité de la personne. Tu parlais tantôt, c'était pas les mots que tu as utilisés, mais moi, ce qui résonne, c'est, on entend souvent le mot « performer sa thérapie ». Et ça, c'est vraiment, vraiment important de regarder, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Parce que ça marchera pas. Tu sais, comme, on peut pas performer une thérapie, là. Des fois, ça va pas, puis des fois, ça va pas pendant longtemps. Puis c'est correct de pas bien aller. Puis tant que tu vas pas vouloir bien aller, mais ça marche pas. C'est ça que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, moi, quand je suis en secondaire 5, clairement, ça allait pas. Je suis allée à la maison éclaircie. Ils m'ont dit, ça serait pertinent que tu restes. J'étais pas prête à vouloir aller mieux. Parce que pour moi, vouloir aller mieux, c'était de prendre du poids, c'était de perdre l'espèce de contrôle qui me rongeait l'intérieur, mais c'était comme ma zone de confort, ce contrôle-là. J'étais pas prête. C'est des années plus tard que j'ai décidé par moi-même,
peu importe ce qui arrive, on va accepter les changements. Après, maintenant, je veux parler au « on ». Avant, je me parlais au-dessus, là, genre, t'es grosse, t'es laide. Là, c'est vraiment, on est un système pour se parler au « on », là. Là, on est prêt à accepter ce que, mais en secondaire 5, puis probablement que ça aurait été super pertinent que je reste là. Puis des fois, je me demande, tu sais, j'aurais-tu dit, genre, je regrette, mais j'étais pas là, j'étais ailleurs. C'est juste là, j'étais pas prête, j'avais juste trop peur. Fait que c'est correct de pas aller bien. Par contre, c'est que moi, j'étais pas consciente que j'allais pas bien. Quand j'étais allée là, c'était pertinent, mettons, objectivement, que j'aille là, mais je trouvais que ça s'appliquait pas à moi. C'était comme, mais non, j'ai pas un trouble alimentaire. OK, oui, j'ai peut-être une petite obsession, là. Tu sais, c'était pas, je pensais pas. Là, je sais aujourd'hui que j'ai été malade puis que je suis en rémission de cette maladie-là, mais à ce moment-là, je pensais pas. Fait que je pense que c'est quand j'ai pris conscience, en 2020, que là, ça, c'est comme, c'est dans le DSM-5, là, c'est juste une maladie mentale, là. Elle est évidente, puis elle est... Oui! Elle est écrite, puis c'est assez répertorié. Oui. Sauf que, à la fois, je te disais tantôt, t'es à la fois la patiente, puis t'es la thérapeute. Quelque part, t'as ça en toi. Et puis en plus, t'es avocate. Mais comment tu gères, s'il te plaît, la violence que tu vois sur les réseaux sociaux et les gens qui ne s'aiment pas? Il y a la grossophobie là-dedans. Tu sais, comment tu réagis quand les gens écrivent sur tes pages, t'écrivent personnellement leur souffrance sans toi-même ressombrer et te redescendre dans la noirceur? Je ne m'en préoccupe plus. J'ai arrêté. C'était trop. Au début, quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais quand même full de messages. Je répondais, des fois, j'envoyais des liens. Là, j'ai un truc qui est écrit ressources, puis il y a plein de liens dedans, fait que les gens peuvent y aller. Mais moi, puis même, tu sais, je reçois des commentaires haineux à chaque jour, là. C'est quasiment 55 ans mes vidéos, là. Fait que, mais je m'en préoccupe plus parce que ça venait, c'est tout, c'est trop. Il faut que je focus sur moi, là, puis mon bien-être en moi, puis que je prenne soin de moi, puis ça fait pas partie des gestes que je pose pour prendre soin de moi. Okay. Très belle réponse. C'est très sage. En fait, tu es une courroie de transmission. Tu joues plus à la sauveuse, mais tu indiques une direction. Tu as besoin d'aide, c'est là qu'on peut aller. Oui, c'est ça. Je me demandais, tu disais que tu n'avais pas conscience que tu avais un problème. Et souvent, c'est une question que je me pose, c'est comment, notamment, si je me demande pour toi, comment on fait pour comprendre qu'on a un problème, notamment pour les garçons, je ne sais pas si tu en as. Donc ça, ce que je sais que à l'époque, j'avais parlé avec un Québec quand je préparais Adonis, et il me disait que c'était un problème chez Andizaris, qu'ils n'arrivaient pas à accéder aux zones. Et comment... C'est tellement difficile parce que je vois des jeunes qui sont là, ah oui, je compte tout ce que je mange, j'ai une alimentation super contrôlée, etc. Et là, je prends la masse musculaire. Et donc, il y a tout ce renforcement positif, le résultat positif qui vient de ça. Et c'est là, je trouve ça super dur de leur dire, mais non, c'est un trouble alimentaire, alors qu'eux disent, ouais, mais moi, je vais être super musclé, super... Et donc, comment on gère ça? Parce que si c'est ça leur vie, c'est ça leur désir. Ils sont pas prêts à changer. Vas-y, go for it. Genre, mais en même temps, objectivement, c'est pas tant les quelques influenceurs qu'on voit qui réussissent, qui deviennent vraiment avec des physiques super impressionnants, c'est tous les millions d'autres qu'on ne voit pas en arrière. Bon, c'est les gars que je vois à mon gym, c'est eux qui, devant, ils viennent parler, ils donnent des conseils, ils me disent, ah ouais, mais alors je mange tant de protéines par... Ah, je te fous, ils me disent ça, là, je vais être doute, tu sais, genre, je veux pas t'encourager dans ça. Tu sais, je l'ai fait, c'est ça. Oui, je sais que ça marche, parce qu'on t'as des résultats. Mais tu le soulèves très bien, c'est que d'une part, on a un peu de sensibilisation, de plus en plus qu'il faut poursuivre. C'est un effort collectif, hein. Il y a une seule personne qui pourrait jamais faire ça, mais c'est un effort collectif qu'il faut vraiment poursuivre. Puis de l'autre côté, c'est que surtout chez les hommes, le sport est très encouragé, la base musculaire est encore très, très, très encouragée. Et là, ben, on vient chercher chez eux une petite pine qui est très, très, très vulnérable chez eux. Qui est probablement plus forte dans la balance. Fait que la sensibilisation est comme pas assez forte encore. Mais il faut continuer. C'est un peu comme si le gain en apparence était supérieur à la souffrance. Oui. Si la personne... Oui, mais c'est le gain, parce que souffrance, c'est extrêmement valorisé. C'est-à-dire que tout dans tout ce milieu-là, c'est constamment des mèmes, des images, des vidéos qui glorifient la souffrance. Qui disent ah ouais, c'est no pain, no gain, la fameuse phrase dans bodybuilding, c'est pas de douleur, pas de gain. Mais il faut quand même se rappeler, là, je vais être tannante, mais que c'est multifactoriel. Fait que c'est pas juste un seul facteur, donc la société qui fait que ce trouble alimentaire-là s'est développé. Si on parle vraiment d'un trouble alimentaire, parce que peut-être que ces hommes-là dont on parle ont peut-être une préoccupation liée à l'apparence, des comportements alimentaires
problématique sans que ça soit un trouble alimentaire. Même si c'est pas forcément un trouble alimentaire, est-ce que ça, toi, en tant que professionnel, ça t'angoisse pas de voir sur les réseaux sociaux concernant tous ces contenus où on dit à des gamins, à des jeunes adolescents, ben ouais, si tu prends la masse musculaire, il faut que tu manges tant de grammes de protéines, tant de carbs, et que tu as des enfants qui font ça, parce que là on parle d'enfants aussi. Ça commence à l'enfance. Là. Moi, c'est ça qui me rend fou, et heureusement j'ai peur. Je suis tellement heureux de ne pas être adolescent. Ça commence plus jeune que l'adolescence. Jérémy, avec ton film Adonis, ça a eu un impact majeur. Et sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les médias, évidemment, et là, on peut le regarder sur YouTube et à Télé-Québec. Comment as-tu observé la réaction suite au documentaire? Qu'est-ce que les gens t'ont partagé? Est-ce que tu as vu que ça avait eu des effets extraordinairement positifs ou parfois même négatifs ou pervers? J'ai pas vu d'effets négatifs. Je dirais, c'était plutôt des effets, des retours positifs, en tout cas, notamment beaucoup de parents, énormément de mamans qui sont venues me parler du film et qui ont dit j'ai un gamin, un garçon, et j'en ai parlé, on l'a regardé ensemble, il s'entraîne et ça m'inquiète. Et donc, c'est là aussi qui est difficile. J'essaie toujours de nuancer en disant mais c'est bien si votre enfant il s'entraîne. C'est une bonne chose de faire du sport, quel que soit le sport. C'est toujours la demi-mesure, c'est toujours à quel moment ça devient toxique. C'est là où un parent doit être vigilant en disant ok, ben moi si j'avais des enfants et me dire je vais aller m'entraîner, ben j'irai m'entraîner avec lui, genre montrer et dire ok, et essayer de garder ça sain. Mais ça a vraiment un impact. Mais c'est aussi ce qui est drôle, c'est tous les jeunes garçons qui l'ont vu après. Donc ça c'était intéressant, c'est d'en parler avec eux, qui me parlaient de leur tentation d'utiliser des stéroïdes, que ça les avait fait réfléchir, que après, est-ce que ça va les dissuader? Je sais pas. C'est juste, j'ai l'impression que je me bats contre une machine monstrueuse qui s'appelle les réseaux sociaux. Et c'est un rouleau compresseur. Donc, c'est ça, des fois, qui est très dur, c'est qu'il n'y a aucune réglementation au Canada, et d'ailleurs, nulle part dans le monde, sauf dans certains pays pas tant démocratiques comme la Chine, où il y a énormément de contrôle sur ce genre de contenu-là, etc. Mais des fois, je dis, peut-être qu'ils ont quelque chose qui n'est pas si mal que ça, parce que quand je vois les horreurs qui sont... Non, mais c'est terrible de dire ça, parce que vous avez les élus qui sont postés, que le fait que y a des jeunes de 18 ans qui se disent coach, entraîneur, alors qu'ils ont fuck all, formation, expérience, spécialité, parce qu'ils ont pris 45 livres de muscles en prenant des stéroïdes à l'âge de 16 ans. Ok, mais quand tu prends des stéroïdes, tu prends de la masse musculaire. Il y a des études qui ont été faites. Tu prends un stéroïde, automatiquement, tu prends la masse musculaire en restant sur ton canapé. Là. Donc, viens pas me dire que c'est le fruit de mon énorme travail. Tu sais, genre, c'est pas vrai. À la base, c'est magique, là, les stéroïdes. Donc, et c'est là où ça devient... Il n'y a aucun contrôle. Et si on remplaçait le testostérone par cocaïne, je pense pas que la vidéo restera en ligne très longtemps. Non. Mais là, le fait que c'est un stéroïde, aucun problème. Aucun contrôle, aucune censure. Donc, c'est là aussi au niveau politique, j'ai l'impression qu'à un moment, il va falloir que ça bouge là, et que nos gouvernements arrêtent de niaiser et prennent des décisions, parce que c'est en train de détruire aussi notre société, et pas juste la démocratie, mais aussi notre relation au corps, même image et ça. Mais tu sais, je pense que c'est important. Moi, j'ai vu ton documentaire, j'ai vu la table ronde qui a suivi après. Il faut le voir. Encore, je reviens au niveau peut-être plus systémique. Il faut le voir comme une autre stratégie. Il y a les campagnes de sensibilisation. C'est une des choses. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a pour les troubles alimentaires, il y en a pour l'image corporelle. Ton documentaire, c'est une autre stratégie. Fait qu'il faut le voir comme en addition. C'est sûr que si on isole ton documentaire, on peut être découragé pour dire, tu sais, tu disais, j'ai l'impression de me battre contre une machine énorme, puis ça n'aura pas assez d'impact. Oui, parce que tu isoles une variable. Sauf que un documentaire, plus ça. T'es un activiste. Tu le vois-tu? Ça t'est de partout. Bon, Non, mais je suis d'accord avec toi, ça s'accumule. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est juste le point des rouleaux des réseaux sociaux est énorme. Et l'algorithme est une prison numérique qui est toxique. Et moi, je sais que après avoir fait Adonis, j'ai dû prendre beaucoup de temps pour essayer de nettoyer mon algorithme. Et sur Instagram, ça ne m'intéresse pas. Et c'est quand même revenu. Et là, encore ce matin, il faut que je le refasse, parce que là, j'ai encore que des messieurs qui prennent des stéroïdes et qui me disent qu'est-ce que je dois faire pour devenir super monstrueux et musclé. Donc, oui. Et j'y retourne tout le temps. Donc, mais le problème, c'est que c'est pas un réflexe qu'on a forcément. On n'est pas forcément éduqué à ça. Et c'est omniprésent. C'est dès que tu as ça.
Ménage des algorithmes. En effet. Oui, puis tu sais, si vous suivez quelqu'un, peu importe qui nous écoute, si vous suivez quelqu'un qu'à chaque fois vous voyez son profil, vous vous sentez comme de la merde après, mais arrêtez de suivre! Oh, c'est fini. Parce que tu sais, si on suit quelqu'un juste parce que on aimerait avoir sa vie, puis mon Dieu qu'elle est belle, puis mon Dieu qu'elle est mince, on va-tu un jour s'entendre bien par rapport à nous? Je pense pas. C'est pas une bonne technique pour aller mieux, puis je pense que notre but à tous, c'est d'être heureux un jour, mais ça aide pas. Fait que genre, unfollow, c'est tout. Les filles qui ont préparé notre balado à l'EB, puis évidemment à la Maison de l'Éclaircie, m'ont proposé une petite question. Ça a l'air un peu utopique, mais ils disaient, mettons, on se permet de rêver, à quoi pourrait ressembler une société s'il n'y avait pas de standard de beauté? Wow! Mettons que ça se peut. Mettons qu'on rêve. Ça ressemblerait à quoi? On est-tu capable de l'imaginer? Ça prend un petit temps. T'aurais-tu moins de clients et de patients? Définitivement. Définitivement. Oui, j'aurais peut-être même pas ma job. Moi, j'aurais pas d'abonnés. Non, mais tu sais, c'est une blague, mais dans le sens que je pense qu'on serait tous plus libres, mieux. Moins de pression. Définitivement, moins de pression. Plus libre. Moi, je trouve que c'est intimement relié à des dynamiques aussi de pouvoir dans la société, de domination. Là, c'était trop... des fois, là, je pense... Moi, je suis très intéressé par toutes ces questions-là de rapport de pouvoir dans la société. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est lié intrinsèquement à ça, notamment chez les gars. C'est beaucoup une question d'élévation sociale. C'est accéder à un certain niveau social auquel ils ne sont pas capables d'accéder autrement, notamment par le travail. Donc, c'est là où c'est extrêmement complexe et tellement intimement relié dans le tissu de la société. Et pour les femmes, c'est la valeur de la femme en tant que comme valeur marchande de la femme. Parce que c'est ça aussi, historiquement, la femme avait une valeur marchande dans les mariages, dans les ci, dans les ça. Comment c'est resté? Non, mais c'est terrible. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui reste aussi dans la société sur la valeur marchande du corps et comment le corps va avoir soit pour les femmes, dans un échange économique, soit pour les hommes pour accéder à une puissance, à un niveau. Donc, tant qu'on n'aura pas des réflexions plus larges sur ces rapports-là de domination et notre rapport économique, notamment, C'est juste que si des standards de beauté ont changé, ont évolué, se sont modifiés, c'est que c'est possible d'imaginer beaucoup moins de standards de beauté. Parce que tu parlais de Kate Moss dans les années 80 versus Kardashian aujourd'hui. C'est deux types de corps complètement différents. Donc, il y a eu un changement. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un changement justement beaucoup plus inclusif, beaucoup plus capable de célébrer la différence et que ça devienne la norme? Je veux dire, peut-être c'est une utopie, mais c'est le fun d'imaginer. Oui, tout à fait. Surtout quand c'est associé à tellement de souffrance. Moi, c'est ce que je pense que je suis en train de faire, peut-être naïvement, là, mais je pense que je suis en train de participer à ça, à cette espèce de nouvelle inclusion-là. Ben, il y a aussi que faut faire attention avec ça parce que il y a aussi que il faut pas trop aller dans... c'est correct de s'asseoir sur son divan, manger des chips puis de rien faire. Il y a aussi ça il y a l'autre partie de ça, c'est les gym bros. Tu n'arrêtes pas de me le rappeler sur mes vidéos, mais à un moment donné, je me suis posé la question, ils ont pas raison, là, mais dans le sens qu'il faut quand même que je fasse attention. Le but, c'est une santé globale, physique et mentale. Fait que l'important, c'est de faire ce qui est important pour nous puis ce qui est bon pour notre corps à nous. Comme disait Vas-y. Mais ça, ces arguments-là de ces gars-là, c'est tellement stupide. Dans le sens où tu as 60 exemples de la vieille madame qui fumait 5 cigarettes par jour et buvait son whisky et qui est morte à 105 ans. Là, genre. Et tu as le gars qui va au gym tous les jours et il meurt à 35 ans d'une crise cardiaque sans avoir pris de stéroïdes. Pourquoi, comment, santé, pas santé. À un moment, c'est profit de la vie. Là. Et dans la demi-mesure, avec équilibre, je pense que mais cette idée-là de « Ah ouais, mais toi, t'es là à bouffer des chips sur ton canapé alors que moi, je vais pousser la fonte au gym et je suis plus en santé. » Oui, sur le papier, je comprends la logique, mais dans l'absolu, c'est stupide. Ça n'a aucun sens. C'est pas... si tu passes ta vie à manger des chips sur ton canapé, oui, c'est problématique. Mais personne fait ça. Mais personne fait ça. Personne. Peut-être qu'il y a des gens, mais dans ce cas-là, c'est la maladie mentale, c'est des problématiques autres. De toute façon, la culture de l'excès, on comprend que c'est pas santé. Par contre, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis... Le plus que juste manger des pommes à tous les jours. Dans l'équilibre. Non, puis il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, si ton corps te permet de faire toutes les activités que tu veux faire, il est correct. Tu sais, toi, ce que tu aimes faire, c'est du hiking, puis ton corps te permet de faire du hiking, c'est parfait. Tu sais, c'est juste ça. Mais ce que je trouve le fun dans ta réponse précédente, c'est que tu disais, Laetitia, que
quelque part comme Gandhi, tu veux... Comme tu- Gandhi. Non, mais c'est parce que ce que tu veux faire, c'est que tu veux incarner dans ta vie ce que tu veux voir dans le monde. C'est que tu envoies quelque part un message qui, selon tes consciences, des valeurs, peut avoir un impact positif. Donc, tu incarnes le changement que tu veux voir dans le monde en faisant ça, en célébrant la différence, en célébrant justement tous les types de corps, puis que c'est parfait. Oui, Donc, je vais t'engager pour faire mes biographies, ça n'a pas de bon. Oui, vraiment. Gandhi girl. Oui, ben, mettons oui. Mais ce réponse, c'est gentil. Après, je change de question. Oui, vas-y. Moi, je reviens à la comparaison là, avec l'être humain. Je pense que même s'il n'y avait pas de standard, on se comparait. Mais je pense qu'il y aurait moins de pression, tu sais, s'il n'y avait pas de standard, là, parce que je pense qu'il va toujours avoir des standards pareils. Mais moi, mettons que je me plie au jeu, là, puis que je réponds à la question. Fait que c'est la pression qu'il n'y aurait pas, puis l'objectivation du corps, en fait. Moi, c'est ça qui m'achale beaucoup, c'est que le corps est devenu un objet de séduction, un objet de comparaison, un objet d'apparence, un objet. De succès dans la vie. De Tout le monde de magnésium, de star system, mon Dieu, telle personne a encore pris du poids. C'est pas beau, ça à la plage. C'est pas de grandir en voyant ça à l'épicerie, tu sais. Tout à fait. Fait que s'il n'y avait plus les standards, je pense que le corps ne serait plus un objet. Puis ça, on serait définitivement gagnant là-dessus. Beaucoup moins dans la souffrance, effectivement. Oui. Toujours dans ma belle utopie de la société parfaite, non, mais si les gens, parce que c'est un peu ce qu'on fait, tu sais, c'est notre 11e édition de notre semaine nationale de sensibilisation, et on essaie toujours d'outiller les gens, d'informer, sensibiliser. Mais si les gens étaient beaucoup plus sensibilisés aux troubles du comportement alimentaire, pas juste la personne qui en souffre, mais l'entourage, quelle sorte d'impact, quelle sorte de société on aurait si on avait plus cette ouverture-là, plus cette sensibilité-là? Je te regarde en premier, étant donné que tu marines à cause de ta clinique dans la relation d'aide et tu en vois. Verrais-tu une différence si les gens étaient plus courants de ce que c'est? Je pense que oui. Puis je pense que ce qu'on verrait, c'est que définitivement, on en parlerait plus. Et ça, l'impact que ça aurait, je pense que ce serait au niveau de la honte. Je pense que la honte est encore beaucoup trop présente et elle n'a plus sa place. Tu sais, s'il y en a une qu'on pourrait enlever, c'est elle. La honte n'a pas sa place avec n'importe quel trouble, là, mais définitivement les troubles alimentaires. Il y a beaucoup trop de cachettes encore. Tu parlais des autres personnes, mais je ramène aussi aux personnes qui souffrent en cachette. Donc, mais on peut comprendre pourquoi la personne ne peut pas dévoiler là, qu'elle a eu ou qu'elle a un trouble alimentaire. Mais s'il y avait beaucoup plus de sensibilisation, d'éducation, je rêve, tu sais, que les personnes sont en mesure de dire « j'ai un trouble alimentaire », de parents qui sont en mesure de dire « mon enfant a eu », de grands-parents, puis là, je reviens, tu sais, à toute la vague, là, pour qu'on soit capable de dire « je te remercie d'en parler, moi aussi, voici, moi, mon enfant, ma nièce », et que là, on revienne justement au réseau de soutien, au sentiment de solitude qui diminue parce que justement, on est en mesure de s'épauler, d'aller chercher ce soutien-là. Je pense que ça fait une énorme différence. Tu sais, dans les fraternités anonymes, Ouais. que ce soit l'alcoolisme, cocaïnomane, et peu importe la substance, c'est spécial parce que c'est souvent ça qui sort en premier. C'est « Ah, je reconnais ma souffrance dans celle que j'entends, donc je ne suis plus seul, donc j'ai pas à me taper sa tête en plus. » Parce que c'est ça aussi. Il y a l'espèce de culpabilité qui vient avec la honte. Il y a une voix critique très présente là, avec un trouble alimentaire. Là. Il y a mon moment. Complètement. Et cette voix-là, que tu appelais obsession tantôt, quand tu t'en es dégagé... Bon, nuance. Je pense qu'elle est encore là. OK. Je pense que là, je suis capable d'y répondre. Puis je suis capable que quand je l'entends, je l'envoie chier. Ou des fois, à prendre la place, puis là, je dis à mon chum, mettons, là, ça vaut pas, là. Genre, mettons, j'appelle ma soeur, genre, je vais voir ma psy, puis j'arrive demain, puis je suis comme, là, il va falloir qu'on en parle, ça me tente pas, mais il faut qu'on en parle parce que là, j'atteins un point que je sais que c'est pas nécessairement de non-retour, mais je le reconnais, ça, puis je ne tente pas de revivre l'autre bord. Bon, je vais reformuler ma question avec un réponse lucide. Parce que tu as commencé à t'en dégager à un moment donné. Oui. Il y a eu quelque chose qui s'est placé. Alors, comment la petite Laetitia se sent quand elle est sous l'emprise de cette voix-là ou de son obsession et quand elle en est beaucoup plus dégagée? C'est quoi la différence entre eux? Je pense que la petite Laetitia, quand la voix est présente, on dirait qu'il y a juste un chemin. Il y a juste une direction. C'est juste
c'est ça qu'il faut que ça soit. Puis tu sais, moi, j'ai toujours été super disciplinée, puis je pense que c'est en grande partie grâce à ça. Je pense qu'il y a juste une voie. Mais quand je m'en dégage, je me donne plus de place à moi, je respire plus, puis je suis comme non, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres chemins, ça peut être ça, tu sais. Je pense que c'est ça la différence. Donc, entre la psychorigidité de la voix et de l'obsession, il n'y a pas du bonheur là-dedans. Là. Ben non, puis c'est bizarre parce que, tu sais, on m'a toujours dit, elle est tellement intense, puis tu sais, mais moi, je me suis toujours vue comme super rigide, mais dans le fond, ma vraie personnalité, j'ai un gros TDAH, genre, je prends de la place, je suis vraiment intense, mais on dirait que mon trouble alimentaire m'a tellement mis dans un moule qu'il fallait que je sois dedans, tu sais. Puis là, on dirait que je respire, enfin. Là, on dirait que j'ai commencé à respirer, ça fait genre 6 mois, là, que je me sens même, c'est nouveau, là, que je sens que vraiment je respire, mais tout est parti du fait que en 2024, j'ai compris que l'entraînement, c'était meilleur de prendre soin de son corps. Et puis je l'ai compris, puis je l'ai vécu, puis là, je le vis, puis j'en viens pas les 26 autres années que j'ai passées en pensant le contraire. À te punir. Ah, moi, c'était... Avec l'entraînement. Pas de sens, je l'avais jamais vécu de l'autre manière, c'est extraordinaire. Je suis comme, mais mon Dieu, genre, c'est fou, je souhaite à tout le monde de se sentir comme ça par rapport à l'entraînement, c'est extraordinaire. Comment tu te situes, Jérémy, par rapport à la voix à l'intérieur de toi? La voix qui peut être gentille, bienveillante, puis l'autre qui peut être sévère et, j'allais dire, punitive, critique. Ouais. Il y a quelque chose quand on raconte une histoire en dramaturgie, c'est que pour un personnage qui soit intéressant, il faut qu'il ait de la variété, tu sais, qu'il soit pas juste super fort, là, tu sais, genre. Et souvent, je sais que par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à m'identifier aux films de super-héros, ça m'intéresse pas tant que ça, parce que moi, des gens qui sont parfaits, et qu'on peut jamais blesser, qu'on peut jamais tuer, ils ont pas de sexualité, ils ont pas de, tu sais, ils ont rien. Pour moi, ils ont pas d'aspérité. Donc, deux fois, je fais souvent cette analogie-là en disant, je préfère être un personnage complexe avec ses parts d'ombre. Moi, je trouve ça plus intéressant à vivre comme vie. Et donc, je pensais beaucoup avoir accepté justement la présence de cette partie-là de moi, en disant, oui, j'ai cette partie-là de moi qui est plus difficile parfois, mais que j'ai appris à connaître et qui est sous contrôle, dans le sens où il faut arrêter de combattre cette personne-là, en fait. Parce que ça, à un moment, je me suis rendu compte, il faut que j'arrête que je sois toujours en opposition frontale avec cette autre partie de moi, parce que déjà, ça frôle la schizophrénie. Puis en plus, ça m'a dit, ben non, c'est pas une autre personne, c'est moi. De dire, cette personne-là, c'est moi aussi. Donc, peut-être qu'on a quelque chose à faire ensemble. De dire, ça fait partie de moi. Et c'est là où ça devient beaucoup plus gérable d'un coup, parce que je dis, tout le monde a cette partie-là. Il y en a chez qui c'est très fort. Il y en a chez qui c'est quasiment absent, et tant mieux pour eux. Donc, c'est juste apprendre à vivre avec ça en disant, c'est un super pouvoir pour moi. Moi, je le vois plus comme ça, en disant, cette partie-là fait que aussi je suis, je suis performant, en effet, et trop. Ouais. Mais ça m'aide aussi parce que je fais beaucoup de choses que d'autres disent, mais comment tu fais tout ça, tu sais, genre. Et c'est parce que j'ai une énergie de fois certaines choses que j'ai pas, mais il y a des choses de ma vie où j'ai beaucoup moins que d'autres aussi, donc c'est accepter qu'on est bon dans certains trucs, moins bon dans ce truc, et souvent la chose où on est bon, c'est aussi en grande partie grâce à nos zones d'ombre, et souvent on s'en rend pas compte. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le rétablissement, c'était de réaliser que quand la petite voix pas fine commençait à se manifester, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Est-ce que je travaille trop? Est-ce que je dors pas assez? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Donc, ça devient un indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de mon moral. Donc, ça devient un outil pour en être conscient. Mais, parlant d'outils, je vais m'adresser à vous deux pour commencer. Les gens qui ont été aidants pour vous, c'était quoi leur attitude? C'était quoi leur comportement? Comment ils étaient avec vous et qui, grâce à leur présence, ça vous a aidé à soit cheminer, soit vous accepter ou trouver un espace, créer un espace où tu pouvais te permettre d'être dans ta vulnérabilité, dans ta noirceur à ce moment-là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'aider en me trouvant des solutions. Ça marche pas. C'était pas ça que j'avais besoin. J'avais juste besoin qu'on m'écoute. Tu sais, quand, je sais pas, j'étais en petite boule, ça arrive plus tant, là, mais quand j'étais en petite boule puis que je pleure puis que c'est juste, ça prend tellement de place que c'est incontrôlable, l'espèce de tristesse puis tu sais, c'est un mélange d'émotions, de déception, de honte, c'est tout mélangé. J'ai juste besoin de quelqu'un qui est là puis pour me rappeler que je suis pas seule, tu sais. Puis après, on débrief puis il y a tout le temps le comment tu te sens, pourquoi, puis c'est beaucoup avec ma psy, là, c'est à cause d'enfance, fait que je pense que c'est beaucoup dans la douceur. Je pense que c'est très intuitif de trouver des solutions aux gens qu'on aime pour les aider parce qu'on veut qu'ils aillent mieux, mais c'est pas facile comme ça. Le meilleur, je trouve, pour être là pour quelqu'un, c'est juste être là. Être reçu. Être reçu.
Exactement. Puis, n'oublie pas que les gens qui nous aiment se sentent souvent impuissants. Et l'antidote à l'impuissance, c'est « Ah, moi, te régler ça, moi. Moi, te trouver une solution. » Ben oui, tu sais, parce que la personne pense qu'elle va mieux, fait qu'elle va bien. Mettons, elle va bien, fait qu'elle va donner tes trucs. Non, mais, tu sais, quand tu penses à pas manger, ben, bois de l'eau, tu sais, tu fais quelque chose d'autre. Mais tu sais, c'est des trucs qui sont c'est quasiment pire. C'est juste d'écouter. Ouais. Être là. Dans ton cas, Jérémy, qu'est-ce qui a été aidant? Ben, en tant que gars, en bon gars, j'ai jamais su demander de l'aide. Donc, j'ai géré ça tout seul en interne. Mais le réseau de soutien que j'avais, mes amis, mon partenaire, tout ça m'a aidé indirectement, même si j'ai pas verbalisé, parce que j'avais un soutien et un amour qui était inconditionnel, qui m'a aidé. Mais malheureusement, et là c'est un constat que je fais, c'est quand, même si je suis pas un gars hétérosexuel, j'ai les mêmes travers que tous les gars, c'est-à-dire que je n'ai pas su demander de l'aide, mais je pense que là aussi j'ai un problème de faire avec cette formulation-là. Je pense pas que le problème est que les gars ne savent pas demander de l'aide, c'est qu'ils ne savent pas identifier le fait qu'ils ont un problème. Moi, souvent j'ai l'impression que c'est plus ça. Et en fait, ce qui a été démontré, si je peux me permettre une parenthèse, c'est qu'on a observé avec les études que les hommes demandent de l'aide beaucoup plus tard et trop tard. Fait que le vase, là, et le verre, là, parce que j'ai un verre, il déborde, en fait. Et les hommes demandent de l'aide là. Donc, il y a une historique de souffrance puis d'avoir enduré. Ça fait longtemps, beaucoup trop longtemps. Fait que c'est ce qu'on observe. Donc, Quand ils demandent de l'aide. Ouais. Si ils demandent de l'aide. Mais moi je sais que ça a été faire aussi avoir une thérapie, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est suite à un événement difficile dans ma vie il y a une dizaine d'années, donc ça a été quand même tardif pour moi, mais ça a été comme un déclencheur qui m'a permis un peu tu commences à tirer sur un fil et là oula, il est long ce fil, là, c'était un peu et je savais pas qu'il y avait tout ça en fait, donc je l'ai découvert un peu par hasard. Mais après, tu fais des liens, tu dis, ah, ok, mais mes parents avaient des troubles alimentaires, tu sais, genre, dans ma famille, il y avait ça, tu sais, donc tu commences à faire des liens, à comprendre. Mais, malheureusement, la seule chose que j'ai fait, c'est à un moment de dire, j'ai besoin d'aide, et là, je suis allé voir un psy. C'est la seule chose où ça a vraiment été une demande à l'extérieur. Mais après, mes adultes, c'était juste là. C'était parfait. Oui, c'est ça. Pour continuer là-dessus, tu sais, j'ai le salaire d'aller, ben, je veux dire, ça va bien, mais ça a pris des années avant que, tu sais, mettons, avec mon chum, là, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Ce n'est que récemment qu'il comprend mon contenu, puis il comprend ce que je vis. Ça va faire genre 6 mois, justement, qu'il est au courant, parce qu'avant, tu sais, il même participait aux vidéos, puis tu sais, je disais quoi dire, mais je pense qu'il comprenait pas. Là, c'est parce qu'il a vu, je pense, ma souffrance, puis il a compris, tu sais, il est bien gentil de faire ça, mais tu sais, là, c'est récent qu'on en parle, qu'on a des discussions plus poussées, puis même avec ma psy, elle m'a dit, parce qu'on n'en parle pas, là, puis j'aimerais ça être capable d'en parler, mais c'est qu'on dirait que si je rentre là-dedans, c'est comme, genre, je sais même pas si je suis prête, tu sais. Puis j'en parle avec beaucoup de détachement, puis ma psy m'a fait la comparaison de, mettons, je sais pas, là, ça va être un peu trigger, une agression sexuelle, mais mettons une jeune fille qui s'est fait agresser par son oncle, puis elle dit, ah ouais, tu sais, je me suis fait agresser 2-3 fois, là, quand j'avais 11 ans. Puis elle dit ça avec full de détachement, tu sais, puis les gens sont comme à ta pause parce que c'est comme, t'es correct, c'est vraiment intense ce que tu viens de nous dire, mais c'est qu'on rentre là-dedans, c'est trop souffrant. Je pense que moi, j'ai pas encore rentré là-dedans. Mais c'est comme mon état des feux, puis c'est soutenu, puis ça va bien, mais là, j'ai les mêmes petits mots pensé à ma psy que en 2025, je suis prête à ce qu'on rentre dedans. Fait que c'est ça. Ça, c'est intéressant d'un point de vue extérieur de voir une influenceuse qui en parle ouvertement de là où elle est rendue. Elle n'est pas guérie, elle n'est pas parfaite et elle partage son imperfection, mais sa quête vers une forme de grande libération. Donc, je trouve ça à la fois généreux et courageux que tu fasses ça, parce que moi, je m'identifie bien plus à une fille comme toi que le King of the World qui a 8 médailles d'or. Mais non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Marie-Michel, toi, dans ta clinique, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Quel comportement as-tu que tu vois qu'il y a un impact et là, tu sens que le visage se dégage quand tu as quelqu'un devant toi qui souffre? C'est pas une bonne question. Parce que, sais-tu quoi? Des fois, les personnes s'attendent à cette là. Des clics. Ouais. Puis, je suis la première à leur dire,
il n'aura peut-être pas de déclic comme ça. Dans le sens que je vais revenir au plus simple, ce qu'on répète depuis tantôt, c'est-à-dire l'écoute, la présence, la validation. Je pense que c'est ça qui est important. Fait que je veux pas minimiser l'impact qu'on peut avoir. Non. C'est pas ça que je pense que je fais non plus, mais je pense que c'est ça qui va avoir un impact, c'est-à-dire l'importance d'être reçu. Fait que je pense pas que je fais quelque chose, je pense pas que je peux le nommer, tu sais, hey, cette intervention-là, elle vaut 1000 piastres. Tu sais, comme je pense pas. Peut-être que mes clients diraient d'autres choses, là, mais je pense que c'est plutôt dans la présence. Bien, je pense que tu as répondu à ma question. Je l'ai peut-être mal formulée ou ça sous-entendait quelque chose. C'est que l'état d'esprit et l'état d'être dans lequel tu es, quand les gens viennent te voir, c'est là que ça ouvre. Et c'est là que ça crée une ouverture potentielle. Parce que c'est pas la phrase magique. Non. Parce que je reviens aussi à la honte de tantôt. Tu sais, des fois même, des personnes peuvent ne pas être conscientes qu'elles ressentent cette honte-là. Fait qu'imagine à quel point c'est loin en dessous, tu sais. Alors, il faut être très, je pense, sensible. Ça demande une grande sensibilité. Ce qui est peut-être pas donné à toute la communauté professionnelle ou à ce point-là. Ce qui peut faire une grande différence. On n'a pas tous le même vécu non plus. On parlait de vécu tantôt. Fait que je pense que c'est important d'y aller tranquillement pour recevoir ce partage-là au rythme de la personne aussi, tu sais, parce qu'ils n'ont pas tous le même rythme de dévoilement, de rétablissement non plus. Fait que je pense que c'est ce qui ferait la différence. On s'en sort bien, hein? Non, parce que souvent, les thérapeutes, vous êtes vus comme des sauveurs, des sauveuses. On n'aime pas trop ce mot-là. Mais non. C'est pas ça qu'on est. Non, mais c'est parce que souvent, quand tu disais que les hommes arrivent, il est minuit moins une, et là, ils ont besoin d'être pris en charge. Et souvent, c'est le dernier recours, parce qu'il y en a beaucoup qui gardent cette souffrance-là en eux, hommes et femmes, et ça se retourne vers eux. Et on le sait que le trouble alimentaire, c'est un trouble qui amène beaucoup de mortalité, que ce soit parce que le corps lâche ou qui amène le suicide aussi. Alors, cette souffrance-là, elle est épouvantable. Et ce que je trouve le fun, c'est qu'on l'a nommé, cette souffrance-là, on lui donne des visages, gars, filles, personnes trans, peu importe, tout est inclus. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a pu mettre des mots sur les mots MAUX. On a pu nommer les choses et grâce à votre rayonnement, autant comme toi, comme thérapeute, comme autrice, réalisateur et évidemment influenceuse, je trouve ça le fun. Et c'est pas pour rien qu'on va mettre aussi vos coordonnées et vos sites Internet à la fois de télé, de ta clinique, mais aussi de ce que vous faites, parce que vous êtes des agents de changement vers l'espoir, vers le mieux-être, même si des fois on a des doutes, même si on pense que ça avance pas assez rapidement. Mais c'est pour ça qu'on fait une semaine. Ça fait la 11e édition, ça fait 11 ans, et c'est toujours du 1er au 7 février à chaque année. Et nous, on était hyper, je dis nous, je parle de ANEB Québec, je parle de la Maison d'éducation, on était hyper honorés de vous avoir aujourd'hui. Alors, on va vous faire des solides plugs. On va annoncer les différentes coordonnées et aussi de dire que la semaine aussi, on a un site Internet, c'est semaine-troublealimentaire.com. C'est bien ça, semaine-trouble avec un pluriel, troublealimentaire.com. Et là-dessus, il y a plein de ressources. Il y a plein de trucs, il y a plein de plateformes d'échange aussi qu'on peut suggérer aux gens. Donc, moi, je me sens déjà mieux qu'avant que j'arrive parce que je me sens enrichi, je me sens habité. Je sais pas comment vous vous sentez. Vous quittez la conversation comment? Ben, on dirait que je suis comme, je sais pas, ça a fait du bien, puis ça fait du bien de parler avec des gens qui ont des parcours différents, qui ont des approches différentes, qui ont des visions différentes. Puis je me sens comme, on dirait que moi, j'ai pris un step de plus dans ma guérison, fait que je me sens bien. Mieux. Wow. Tant mieux. Fait que merci. C'est cool. Jérémy? Écoute, c'était vraiment très intéressant. Puis j'ai l'impression qu'il y aurait tellement de choses encore qu'on pourrait dire. Il va falloir faire une Toi, tu penses que tu t'en vas, mais nous autres, on reste. C'est ça. La conversation va pouvoir continuer là pro. Hein. Super. Et Madame la thérapeute, Marie-Michel? Vraiment contente. Le mot-clé, c'est tout le temps l'espoir. Fait que je suis vraiment heureuse de t'entendre le dire. J'espère que les gens, c'est ce qu'ils vont garder dans leur cœur, en fait.
Vraiment. C'est avec, je pars avec ça, définitivement. Parce que j'espère que les gens qui nous ont écoutés, qui ont été avec nous, se sentent outillés, habités, et déjà, si ça a pu amorcer un début de réflexion, mission accomplie. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis à très bientôt.